BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos experts crypto, on va y arriver. Valentin Demey pour Cryptost nous rejoint. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Et Laurent Pignot pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Un cours du Bitcoin, Laurent, sous les 27 000 $ toujours. On végète sous les 30 000 et même sous les 27 000. Quel potentiel d'un point de vue technique en tout cas? Quels sont les prochains seuils qu'il faudra à vos yeux suivre? Et oui, effectivement, le Bitcoin se retrouve une fois de plus cette semaine un peu entre deux eaux, dans cette zone de consolidation autour des 27 000 $ à l'heure actuelle, comme vous le disiez. Alors, ça fait maintenant 2 mois que le Bitcoin est dans cette zone de prix entre 26 500 et 30 000 $. D'ailleurs, si on reste sur une échelle de temps mensuelle, si le Bitcoin ne repasse pas au-dessus des 29 250 $ d'ici ce soir, ce qui sera probablement le cas, il pourrait bien clôturer son premier mois dans le rouge depuis le début de l'année, après avoir tout de même enchaîné 4 mois de hausse consécutive dans le vert depuis janvier. Mais voilà, pour l'instant, globalement, il faut bien avoir en tête que le contexte macroéconomique n'est pas encore sous ses meilleurs auspices pour le Bitcoin aux États-Unis, avec de nouvelles tensions sur le marché de l'emploi, une inflation nominale qui recule, certes, mais une inflation sous-jacente qui reste constante finalement, et donc, en conséquence, le pivot des taux de la Réserve fédérale américaine qui pourrait arriver plus tard que prévu, ce qui ne fait pas l'affaire du Bitcoin évidemment, d'autant plus que le dollar reprend de la force ces derniers jours et le Bitcoin est historiquement inversement corrélé au dollar. Donc cette remontée du dollar ne joue techniquement pas en sa faveur non plus. Donc voilà, pour les seuils de prix à avoir en tête, pour l'instant le Bitcoin reste scotché dans cette large zone comprise entre 26 500 et 30 000 $ depuis 2 mois. Donc voilà, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant tant que cette zone tient. D'ailleurs, elle a toujours été défendue par les acheteurs jusqu'à présent lorsque le Bitcoin est revenu visiter les 26 500 $. Si ce support venait à céder sous la pression des vendeurs, le prochain support technique se retrouve entre 24 000 et 25 000 $. Et puis dans l'autre sens, pour que le Bitcoin retrouve une dynamique haussière à court terme, il faudrait qu'il repasse au-dessus des 29 500 $ dans un premier temps, avant d'aller chercher idéalement les sommets annuels autour des 30 500 $. Merci beaucoup Laurent Pignot. On rappelle, ce sont des seuils techniques que vous repérez et pas des conseils en investissement. Laurent Pignot pour Zone Bourse. Valentin, les investisseurs à court terme, quelle vision ont-ils sur le potentiel du Bitcoin? Quel comportement est-ce qu'on observe de leur part? Oui, c'est effectivement assez amusant de voir un peu ce que pensent les gens à court terme, non pas d'un point de vue technique, comme vient de le faire Laurent Pignot, mais davantage en scannant la blockchain, qu'on rappelle totalement publique et transparente. Encore, comme on le dit souvent, faut-il savoir la décrypter. Et si on la décrypte justement d'un point de vue du prix, on se rend compte que les détenteurs de Bitcoin très court terme sont à un pivot technique sur le prix du Bitcoin en positif-négatif à 26 200 $. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu les différentes personnes qui en détiennent sur les adresses, on voit que c'est vraiment les tout derniers mois qui drivent le prix aujourd'hui, et toutes les adresses les plus récentes qui en ont acheté il y a très peu de temps. Ces adresses, du coup, le pivot il est autour de 26 000 $, donc ils sont en plus-value latente de 8% en ce moment, en moyenne par rapport au prix d'aujourd'hui, là à l'instant T à 16h50. Donc ça c'est un point positif qui permet d'accentuer la narrative de la hausse. Après, si on écarte un tout petit peu ça, qu'on dézoome de quelques mois, depuis mars, c'est une plus-value latente court terme de 20%. Là, pareil, par les personnes qui possèdent, c'est pas du moyen terme, mais c'est quand même du court terme un peu moins court que ces dernières semaines. Donc, dans tous les cas, puisque c'est eux qui drivent le marché aujourd'hui, le pivot est à 26 000 $. Il est tenu, c'est celui qui a fait rebondir effectivement le prix du Bitcoin ce week-end. Et l'autre grosse borne haute, évidemment, entre 30. Donc, on rejoint ce qu'on vient de voir avec Laurent, mais d'un point de vue on-chain pour le coup. Il y a toujours cette question, alors quand on parle de Bitcoin, du potentiel pour la suite, de l'utilité de Bitcoin, on en parle régulièrement sur ce plateau BFM Crypto, et puis aussi de la consommation du minage. Et évidemment, alors c'est vrai, les experts Bitcoin et l'écosystème nous disent « Ah mais le minage, ça peut être responsable. Le minage peut se faire grâce à des énergies vertes. » Il se trouve que Tether vise l'Uruguay pour justement développer des solutions de minage de Bitcoin vertes et durables. Effectivement. Alors Tether, ça fait un moment qu'ils nous font des annonces un peu surprenantes, intéressantes mais surprenantes, puisque Tether, c'est la fameuse entreprise qui émet l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé aujourd'hui de l'écosystème, encore plus depuis la déboire très court terme, mais qui a quand même fait un peu mal à Circle avec son USDC il y a quelques mois. Ils ont gardé, malgré toute la problématique qui tourne autour de l'entreprise, un problème lié notamment à la transparence de ses réserves, ils ont gagné des parts de marché considérable. Et il faut savoir que Tether, qui émet donc ce stablecoin qui suit le prix du dollar, l'USDT, qui représente du coup 80 milliards de dollars à peu près aujourd'hui, génère énormément d'argent grâce au placement de sa trésorerie. L'USDT, il est garanti de deux grosses manières, soit en ayant du cash en compte en banque, soit en ayant des bonds du trésor américain, court, moyen, long terme. Donc ça permet de générer un cash assez énorme. Premier trimestre de cette année,
c'est 1,4 milliard de dollars de bénéfices qui a été généré par Tether grâce à ces placements et donc à cette astuce-là de maintien du prix avec notamment des investissements dans les bonds du Trésor américain. Et cet investissement-là, ils vont du coup le remettre en partie pour investir dans le minage de Bitcoin. Alors vous l'avez dit, pas n'importe qui, le minage du Bitcoin en Uruguay. Pourquoi l'Uruguay? Parce que d'après ce qu'ils nous disent, c'est déjà 94% de l'électricité produite dans le pays qui est verte ou en tout cas issue d'énergie renouvelable. Donc ça va dans ce sens-là. Et ils voient vraiment Bitcoin comme étant de plus en plus un actif qui pourrait permettre de rebalancer un peu leur réussite, donc de réinjecter parmi les 1,5 milliard d'euros qu'ils ont, un certain pourcentage pour acheter du Bitcoin, c'est ce qu'ils nous ont annoncé le mois dernier, et désormais miner du Bitcoin. Et ça va être assez intéressant à voir, surtout en combinant l'énergie plutôt décarbonée ou en tout cas verte de l'Uruguay. On va voir ce que ça donne effectivement, et puis on essaie de mesurer chaque jour le marché potentiel pour cet univers du Web3, à travers d'ailleurs peut-être ce que vous essayez de développer aussi chez Crypto, c'est à savoir, oui, un incubateur ici en France, cet incubateur que vous êtes en train de construire et que vous venez d'inaugurer, c'est ça Valentin? On vient de l'annoncer, on vient de l'inaugurer en septembre. Ouais, voilà. Ambitionne de devenir le plus gros incubateur européen tout simplement dans l'univers du Web3. Exactement, nouvelle aventure entrepreneuriale, nouvelle entreprise, celle de Cube3 pour le coup, que je coporte avec une partie de mes associés sur Cryptost et qui a pour ambition d'accompagner une centaine d'entrepreneurs du Web3 à partir de septembre sur une dizaine de thématiques propres au Web3, mais pas que, parce que effectivement ça reste des entrepreneurs, ça reste des entreprises qui ont besoin de se structurer, de rechercher du financement. On est sur une industrie qui est relativement jeune mais très prometteur. On le sait qu'il y a 7000 emplois en France aujourd'hui, directs et indirects, que ça a attiré beaucoup de capitaux. Donc voilà, notre objectif, construire le bateau amiral de l'innovation du Web3 en France à Angers. On a tout un tas d'advisors et de mentors. On a Owen Simonin qui sera un des advisors du lieu que vous recevez sur ce plateau, Yvan Delatour de Benard, de BPI France, Faustine Fleuret de Ladane et tout un tas d'autres mentors qui vont pouvoir accompagner. BPI France participe de cette aventure-là, tout à fait, ce nouvel incubateur. Exactement. D'accord. À côté, advisor et mentor pour accompagner des projets ou pour accompagner le lieu en sa globalité. On inaugure ça en septembre, j'espère que vous viendrez. Ce sera en septembre. Tout à fait. Non, mais c'est intéressant et c'est à Angers. Oui. C'est là que c'est intéressant aussi. On est on n'est pas dans une optique, dans une démarche centralisée. Pas du tout. Ouais, au contraire, c'est dans la même philosophie que la blockchain. Bon, et justement pour essayer de mesurer le potentiel à venir du Web3, on regarde aussi. À quoi servira la blockchain demain? Et manifestement, l'univers des jeux sera gourmand, friand de blockchain, au point que les jeux blockchain pourraient peser, Valentin, plus de 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars les jeux, ouais, d'ici 2030. Ça serait énorme, effectivement. C'est une étude qui a été faite sur base notamment de ce que représente la GameFi, donc tout ce qui touche à la gamification et à la finance, en particulier à la finance décentralisée, puisque c'est l'une des narratives les plus importantes de l'écosystème du Web3. Et justement, quand on vient regarder ce que ça vaut aujourd'hui et comment ça pourra impacter l'univers des jeux vidéo, on se rend compte que d'après ce rapport de Grand View Research, ça pourrait représenter cette somme assez importante de 300 milliards de dollars. Comment ça pourrait s'incarner? Avec les métavers, évidemment, déjà. Ces mondes virtuels qui permettent de posséder ce que l'on crée. Et justement... C'est pas déjà has-been, ça, les métavers? Je suis pas sûr que ça soit... Je pense que ça a été connu trop vite et qu'on n'a pas trouvé les cas d'usage qui ont pu incarner cette dynamique. Mais je pense que, je sais pas si ça s'appellera métavers pour que ça fonctionne, mais cette idée d'avoir un monde virtuel sur lequel on vient réinventer un peu le modèle de détention de la valeur, c'est-à-dire que le joueur qui va créer une partie du jeu sera rémunéré pour le faire et que la capture de valeur ne va pas que dans un sens, et puis la possession de ces actifs avec les NFT aussi. Mais pas que. Quelque chose de très intéressant qu'on entendra sans doute parler de plus en plus dans les prochains mois, c'est le côté play to earn, donc jouer pour gagner. Là aussi, c'est un peu changer la manière de voir les choses. Aujourd'hui, on achète une jaquette du jeu une fois qu'on l'a mis dans sa console et l'éditeur du jeu vidéo et le joueur en général ne gagnent plus d'argent. Et bien là, justement, le fait de peut-être donner un temps de cerveau disponible à ce jeu pour le construire sera bénéfique pour certains des joueurs s'ils arrivent à revendre une partie des choses qu'ils vont créer, les fameux NFT, et pour aussi les créateurs de contenu de pouvoir continuer de financer les jeux tout au long de leur vie. Il y a eu quelques semaines d'ailleurs, ou il y a quelques jours sur Twitter, il y a eu une petite effervescence sur le fameux jeu GTA, Grand Theft Auto de Rockstar, qui pourrait, c'est des rumeurs pour l'instant qui ne sont pas vraiment certifiées, mettre une base justement de cette GameFi avec peut-être un token ou en tout cas rétribuer la valeur créée par les joueurs, parce que pour le coup c'est le style de monde ouvert
pas totalement un métavers, mais c'est quand même un monde ouvert où les gens peuvent construire dessus, qui pourrait redistribuer une partie de la valeur aux joueurs. Et là, ça serait vraiment un gros tournant dans l'écosystème du jeu vidéo. Et donc, les jeux utilisant la blockchain, ces jeux, à eux seuls, constituer un marché de 300 milliards de dollars d'ici 2030. Tout à fait. Waouh. Merci beaucoup, ce monde de demain qui se bâtit jour après jour et cet incubateur aussi que vous lancez avec vos équipes chez Cryptos. Valentin Demey. Merci Valentin de nous avoir accompagnés. Laurent Pignot était avec nous aussi pour Zone Bourse.